Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. C'est officiel, la Guinée fait face à une nouvelle épidémie de fièvre Lassa. Le pays a déjà enregistré un cas de mort dans la préfecture de Yomou. L'information a été rendue publique ce lundi par les autorités sanitaires. Elle s'ajoute au coronavirus et à l'épidémie à virus Ebola. C'est l'information de la journée. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu ce mardi 18 mai a été finalement suspendu en cause. Un courrier de la FIFA arrive lundi soir à demander la suspension du processus. Vous aurez plus de détails dans ce 22h. Et pour clôturer ce journal, nous irons à l'AB au compte de la rubrique L'angle de la rédaction. Une tornade cause d'importants dégâts matériels dans différents secteurs de Koulidara, des murs, des arbres et des toitures ont été emportés. Le vent violent a également dévasté des écoles et des fermes avicoles. C'est tout pour les titres de développement. C'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, pendant que la Guinée multiplie ses actions contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et la Covid-19, le pays fait face désormais à une nouvelle épidémie de la fièvre Lassa. Un cas de mort et 30 cas contacts ont été enregistrés dans la préfecture de Yomou où la maladie avait ressurgi en 2019. L'annonce a été faite ce lundi par les autorités sanitaires du pays qui assurent que les mesures sont prises pour circonscrire la fièvre de Lassa au sud de la Guinée. Ali Badra Camara et Alouba pour plus de précision. Contre toute attente, le pays vient d'enregistrer un cas de mort de la fièvre Lassa à Yomou. Cette officialisation fait suite aux résultats de l'examen de la victime prélevée au laboratoire des Corée. Situation qui vient durcir la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis des mois. Après les premières investigations dans le foyer de contamination, une trentaine de personnes contacts ont été identifiées et soumises aux soins à Yomou. On avait identifié une trentaine de personnes ayant eu contact avec lui, dont des agents de santé, des structures de santé qu'il a eu à fréquenter, des personnes qui ont eu la proximité avec lui sans pour autant respecter un certain nombre de mesures. Mais il y a aussi ses parents proches. Pour ce biologiste, la fièvre de Lassa est une maladie endémique dans la zone ouest africaine, dont les symptômes sont confondus au paludisme et autres fièvres. Il souhaite que ces maladies soient instaurées au programme d'enseignement national pour mieux préparer les populations aux éventualités pandémiques dans le pays. La Guinée, vu notre situation géographique, nous sommes souvent victimes de plusieurs pandémies, de plusieurs épidémies, de plusieurs maladies virales, bactériologiques. C'est pourquoi les maladies les plus récurrentes, telles que Ebola, les maladies telles que les fièvres Lassa, les maladies telles que le choléra, ce sont des maladies qui doivent être inscrites dans le programme d'études au secondaire pour attirer l'attention très tôt des jeunes élèves, des jeunes apprenants. Pour rappel, la fièvre de Lassa a été découverte en 1969 lorsque 2 infirmières missionnaires sont mortes au Nigeria. Le virus tire son nom de la ville du Nigeria dans laquelle les premiers cas sont apparus. Les rats seraient les vecteurs de contamination. Il y a des maladies où il y a un intermédiaire entre l'homme et le réservoir. Le réservoir, c'est là où se trouve le virus. L'intermédiaire pour cette maladie, ce sont les rats à plusieurs mamelles. Les rats qui sont appelés scientifiquement les rats mastomys. La prévention de la fièvre de Lassa repose tout particulièrement sur une bonne hygiène dans les habitations pour éviter la présence des rongeurs infectés. Les familles des personnes infectées doivent éviter et limiter tout contact avec le sang et les sécrétions biologiques du malade afin d'éviter toute contamination liée à la fièvre de Lassa. Restons toujours dans le domaine de la santé. En Afrique, une personne meurt chaque 5 minutes du paludisme, de l'insalubrité
et de la non-utilisation des moustiquaires imprégnés en Guinée. Ces moustiquaires qui devraient être distribués gratuitement aux populations se retrouvent en vente sur les marchés. Quelles conséquences sur le programme de lutte contre la maladie en Guinée? Bernard Koundouno et Abdoulaye Kamara ont rencontré un médecin. Suivez cette explication. Plus de 60% des patients visités par Dr Fofana souffrent du paludisme. La maladie fait aujourd'hui plus de victimes dans les différents hôpitaux du pays que toute autre maladie. Ces derniers temps, l'on assiste à une recrudescence des cas du paludisme en Guinée, ce qui fait d'elle la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. La première cause de consultation, c'est le paludisme. Après ça vient la fièvre typhoïde et les autres maladies viennent après. Donc cela s'explique par l'environnement dans lequel on vit, propice à la propagation de cette pathologie. Si l'on a une idée sur le nombre de patients touchés par la maladie, les médecins connaissent bien les causes de sa propagation, ce qu'ils essaient chaque fois d'expliquer à travers des campagnes de sensibilisation. Pour que le moustique, qui est l'anophèle femelle, puisse se reproduire, il faut des conditions d'insalubrité, donc c'est-à-dire des eaux stagnantes et des tas d'immondices. En Guinée, le gouvernement multiplie des efforts dans le cadre de la lutte contre la maladie à travers le programme national de lutte contre le paludisme. En collaboration avec ses partenaires, le programme distribue gratuitement des moustiquaires imprégnés pour protéger des enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes. Très malheureusement, ces moustiquaires imprégnés qui ne sont pas destinés à la vente se retrouvent dans les marchés. Un constat fait par un des chroniqueurs de l'émission Les Grandes Gueules. Du côté de Koza, de passage, j'ai aperçu ça. Et donc, puisque, sachant qu'on peut reconnaître ma tronche, j'ai fait acheter à 200 000. Vous avez 200 000 francs guinéens. Vous avez donc cette moustique. Il y a un produit chimique dessus qui permet donc d'éloigner les moustiques et tout, qui permet de protéger. C'est donné, c'est destiné gratuitement aux populations vulnérables. Juste après la dénonciation de la vente des moustiquaires imprégnés dans les marchés de Conakry dans l'émission Les Grandes Gueules, les commerçants concernés ont fait disparaître les traces de ces moustiquaires de peur d'être poursuivis. L'Union européenne vient de prendre des sanctions contre des anciens dignitaires du CNDD. 5 d'entre eux accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre sont interdits de séjourner dans l'espace de l'Union européenne et leurs biens, s'il y en a, seront gelés éventuellement, pendant que l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara parle de sanctions inutiles. Les proches des victimes, eux, attendent mieux. Mamadou Kalisso, Aloussine Camara, pour plus de détails. Selon l'avocat de Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits, cette décision de l'Union européenne est inutile et sans objet. Son client n'a aucun bien en Occident et n'a nullement l'intention de s'y rendre, martèle-t-il. Pour lui, en prenant cette décision, l'UE a d'autres projets. L'Union européenne est toujours dans sa logique, depuis le début, de vouloir salir le président Dadis, de vouloir ternir son image, de vouloir porter atteinte à son honneur, à sa crédibilité. Ils ne le peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Guinéens monnaient avec le temps. Les gens ont compris qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui se passe, qui sont derrière ce qui se passe. Pour l'avocat de Toumba Diakité, ancien aide-de-camp de capitaine Dadis, et le seul accusé aujourd'hui en prison, cette décision viole délibérément le principe de présomption d'innocence des accusés qui ne sont pas jugés et condamnés. Maître Yomba craint que la décision de séjourner dans le territoire de l'UE n'affecte directement son client qui développerait une pathologie nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger. Pendant que Toumba développe à ce jour une pathologie dont l'éradication ne peut valablement s'opérer qu'à l'étranger, dans les pays européens qui lui sont aujourd'hui encore interdits. Toumba, comme nous l'avons dit, est aujourd'hui l'agneau qui va être immolé pour expier la forfaiture de ses pères.
Les proches des victimes saluent, eux, cette décision. C'est un grand pas franchi vers la justice, estime-t-il. La présidente de l'AVIPA invite l'État à se bouger. Nous sommes très satisfaits de cette sanction, mais nous voulons que la Guinée puisse prendre les sanctions qu'il faut. La Guinée doit prendre les sanctions qu'il faut. Il y a d'autres qui disent qu'il n'y aura pas de procès, parce qu'ils ne croient pas. Nous avons demandé à ce qu'il y ait le procès. Pour nous, il faut absolument que le procès se tienne en Guinée. Tous ces acteurs sont unanimes pour dénoncer le retard de la tenue de ces procès alors que les étapes préalables ont été réalisées. Le massacre du 28 septembre 2009 a fait plus de 157 morts, une centaine de femmes violées et déportées disparues, dont les parents n'arrivent toujours pas à faire le deuil. Le député Abdoulaye Kourouma s'est fait agresser hier lundi par des hommes armés non identifiés sur l'autoroute. Fidel Castro, sur le président du parti RRD, n'a pas été blessé. Il a cependant échappé de belle. Il n'a pas pu identifier ses agresseurs, mais compte néanmoins porter plainte contre X à la justice. Reportage donc signé Fatoumata Bintabari et vraiment Souri 5 Souma. Un avertissement ou une tentative de meurtre. En pleine capitale, Abdoulaye Kourouma a échappé belle à une attaque armée ce lundi à 21h à bord de sa voiture de service. J'ai emprunté l'autoroute, arrivé à Bonfi, à Dabondi, juste à la montée de la colline. J'ai entendu un bruit dans la voiture. C'était un caillou qui est venu casser les petits pare-brises de derrière. J'ai ralenti pour voir ce qui se passe. Il y a deux motards qui viennent, l'autre passe vers ma gauche, l'autre vers ma droite. Mais chaque moto, il y avait au moins 2 personnes sur la moto. Et tout de suite, les gens qui étaient derrière la moto sont descendus dans le but d'ouvrir les portails de la voiture. Heureusement, c'était verrouillé. Je descends les vitres, j'allume la lampe de l'intérieur, on braque l'arme sur moi. Une attaque sûrement préméditée. Le député de l'opposition avait pressenti cet événement suite aux menaces et appels anonymes qu'il recevait depuis les élections précédentes, ce qui l'aurait poussé à faire une demande pour l'attribution d'une garde rapprochée auprès de sa hiérarchie, en vain. J'avais l'impression que j'étais souvent poursuivi, mais bon, je gardais à mon niveau. Quand j'ai vu que c'était récurrent, c'était vraiment continuel, j'ai écrit au président de l'Assemblée que j'aurais besoin d'une garde rapprochée conformément à l'article 72 de la loi organique. Et il m'a donné son avis favorable. J'ai écrit au ministère de la Sécurité. J'attendais qu'une garde soit affectée de façon officielle. Je vous avoue, jusqu'à date, la garde n'a pas été donnée. Conscient de sa position politique, Abdoulaye Kourouma reste serein et porte plainte contre X à la justice. Je n'ai pas identifié les personnes, j'ai vu seulement 4 personnes en moto et qui sont venues. Je vous ai expliqué la scène. Maintenant, la loi voudrait que je porte plainte contre X. Ça peut ne pas aboutir, mais j'aurais fait mon devoir. Les attaques à main armée et kidnapping des citoyens sont devenus récurrents en Guinée. Cette situation devient inquiétante et rend les populations vulnérables dans leur propre pays. En prélude à la journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information, des détenteurs de start-up se font entendre. Ces entrepreneurs demandent un accompagnement de la part du gouvernement guinéen dans un domaine en plein essor et moteur de développement. André Moussi Milimouno et Ibrahima Souri 5 Souma ont rencontré quelques start-upers suivis. En Guinée, le nombre d'utilisateurs Internet est estimé à plus d'1 million. Le secteur des NTIC connaît ces dernières années un boom avec la naissance d'entreprises digitales et des startups qui contribuent à leur manière à la révolution numérique du pays. Et cela en dépit des contraintes liées au coût de la connexion. Il faut oser se l'avouer, l'utilisation de l'Internet devient de plus en plus considérable. Aujourd'hui, et par les particuliers, et par les entreprises naissantes, mais aussi les startups qui en fait s'en servent comme un véritable moyen économique pour leur prospérité. Tous les Guinéens ne peuvent pas avoir accès. Il n'y a qu'une seule minorité qui peut avoir accès à cet Internet parce que c'est très cher.
Ici, au siège de Tulip Guinée, plus de 75 jeunes sont employés. C'est l'une des plus grandes start-up en Guinée. Son responsable nous explique leurs conditions de travail. Nous travaillons vraiment, au départ, on a tout le temps travaillé indépendamment du gouvernement. Bien sûr, en 2017, nous avons eu l'occasion de voyager avec le ministère des Télécoms au Rwanda parce que j'avais gagné un concours lors de la semaine du numérique 2017 à Gamal. Deuxième prix, donc nous avons effectué un voyage. Ça a été salutaire, ça a ouvert les yeux quand même. Le ministre des Postes et Télécommunications, dans une récente déclaration à la faveur de la Journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information, a promis de soutenir et d'accompagner ces startups en plein essor. Cet accompagnement, les entrepreneurs l'ont toujours sollicité en vain. Nous voulons des contrats. Peu importe le prix du contrat, c'est symbolique. Lorsque nous fabriquons en Guinée et que le gouvernement local ne consomme pas, cela nous met en panne même par rapport aux autres pays étrangers qui nous demandent est-ce que votre pays a déjà consommé? J'ai déjà eu cette question dans les autres pays. Quant à l'avenir des startups en Guinée, ces entrepreneurs gardent espoir. Ils invitent par ailleurs les jeunes à se lancer dans le domaine. Les travailleurs de la société de transport Albeyrak, dans un mémorandum adressé à leur direction générale, ont demandé l'amélioration de leurs conditions de travail pour trouver un terrain d'entente entre les parties. L'inspecteur général du travail a convoqué une réunion tripartite à laquelle un protocole d'accord a été adressé, mais qui n'est jusque-là pas signé par la direction générale de la société de transport. Quel est le point de divergence entre le syndicat et la direction d'Albarak? Élément de réponse avec Malik Sandiana Kamara, Mohamed Alousini Kamara. Après l'émission des mémorandums par le syndicat des travailleurs de la société de transport urbain Albarak, destiné à sa direction générale, le 6 avril 2021, à l'issue des négociations avec l'inspecteur général du travail, le ministère des Transports et le syndicat, les parties sont parvenues à s'accorder sur 12 des 14 points. Cependant, la représentation du syndicat au sein du conseil disciplinaire, qui est le point 6, oppose les parties. Donc, par rapport à la liste que la direction générale a affichée et qu'elle se dit que c'est les membres du conseil, le syndicat a estimé que les éléments qui se trouvaient sur cette liste n'étaient pas bons. Ce n'est pas tout. Le syndicat exige également à l'employeur la prise en charge sanitaire des travailleurs, même en dehors du cadre de travail. Donc, par rapport à la prise en charge sanitaire, je disais donc que ces travailleurs qui tombent malades et que la maladie va jusqu'à un niveau où ces travailleurs ne pourront plus venir travailler, l'entreprise ne doit pas les laisser. Au-delà des conditions de travail des employés, le syndicat attire l'attention des autorités sur l'état des bus de Albarak Transport. Actuellement, plusieurs bus sont en panne. Il y en avait 50, mais c'était des vieux bus. Et aujourd'hui, sur ces 50 bus, pratiquement, on n'a pas 15 bus qui sont opérationnels. Notre grande chance aujourd'hui, on a pu récupérer les anciens bus de la Sotragui qui étaient les King Long. On a pu récupérer 37 de ces bus. Et ces bus aujourd'hui aussi ont beaucoup de problèmes aussi. Ils ont des problèmes d'injecteurs. Est-ce que cette situation vous inquiète? Oui, mon frère. Il y a une grande crainte. Puisque de jour en jour, on ne fait que diminuer en nombre de bus. Si Albarak ou l'État guinéen ne prend pas les choses en considération, en cherchant de nouveaux bus, Albarak Transport Urbain sera fermé. Le protocole d'accord trouvé entre le syndicat et la société Albarak attend d'être toujours signé. Nous restons toujours dans cet autre cadre. Ce mois, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avait ordonné la fermeture des bars, restaurants et autres lieux de loisirs. Cela pour freiner la chaîne de contamination de la Covid-19 à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Certains lieux de loisirs continuent à fonctionner pendant les heures de pointe. Un constat qui irrite les autorités et qui menace d'ailleurs d'aller vers de nouvelles restrictions. Suivez la réaction de l'association des tenanciers des bars, restaurants et motels de Guinée dans ce reportage signé Marissa Kamara et Alceni Kamara. Selon le porte-parole de la police, les dispositions annoncées sont prises uniquement pour interdire l'ouverture des lieux de loisirs pendant la journée et le couvre-feu qui est de 23h à 4h du matin. Sur le terrain,
Certains lieux de loisirs restent ouverts au public jusqu'à des heures tardives, constate la police. Une réalité face à laquelle elle menace ses tenanciers. Le président des tenanciers de Guinée ne reste pas silencieux sur ce sujet. Tout comme les autres déclarations de la police qui se suivent de façon successive, vous savez, en Guinée, on prend des décisions sans penser aux conséquences qui peuvent induire sur la population. Vous savez, dans les autres pays, le secteur le plus touché par le Covid, c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, notre secteur. Donc, et dans tous les autres pays, que ce soit les pays occidentaux comme de la sous-région, c'est le secteur qui a été le plus accompagné. Bon, tel n'a pas été le cas en Guinée. Fermer les lieux de distraction et de loisirs pour motif de pandémie, alors que les marchés et d'autres endroits de regroupement sont ouverts. Vali Sako ne comprend pas ce 2 poids, 2 mesures. Nous sommes très conscients que, comme on appelle, le Covid existe. Mais ce n'est pas seulement dit que le Covid se promène dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels ou bien dans les boîtes de nuit. Vous comprenez? Il y a le marché public qui est là. Il y a les transports publics qui sont là. Vous comprenez? Ça, c'est des sources de contamination. Si on doit lutter contre tout ça, là, on doit imposer l'application des mesures barrières dans toutes ces structures pareilles. Selon ce tenancier, il employait plus de 40 jeunes et la plupart sont des diplômés pour réduire le chômage dans le pays. Actuellement, il dit ne plus pouvoir supporter la charge faute de travail. Si on est fermé, on n'arrive plus à payer. Ça fait un manque à gagner. Vous comprenez? Et socialement, ces gens qui travaillent avec nous, s'ils n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se vertir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront livrés à eux-mêmes, à la prostitution, aux délinquances, ainsi de suite. Et tandis que nous, les tenanciers, on emploie beaucoup de jeunes, surtout des jeunes diplômés, sans emploi. Aux autorités, le président des tenanciers plaide d'assouplir les mesures, notamment la levée du couvre-feu, afin qu'ils puissent rendre les activités dans le strict respect des mesures barrières. La Turquie, à travers son agence de coopération et de coordination, TICA, vient de faire un geste à la Guinée dans la lutte contre le Covid-19. Le don est composé de kits de lavage des mains et de masques destinés aux personnes soignantes, et l'ANSS, la remise s'est effectuée ce mardi à Conakry, dans les CHU de Donka et Niasdine, et au siège de l'ANSS Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. La coopération entre Conakry et Ankara se renforce davantage. Cela vient de se matérialiser par ce don composé de kits de lavage de mains, des masques et des solutions hydroalcooliques. L'initiative est de l'Agence turque de coopération et de coordination qui accompagne la Guinée déjà dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le renforcement du système de santé. On a des besoins. Ça ne veut pas dire que même si certaines personnes reçoivent les vaccins, ça ne veut pas dire que tu es hors de danger. Mais raison pour laquelle on ne fie pas au vaccin seulement. Il faut toujours avoir des gestes sanitaires. Laver les mains, partout où on va, on doit utiliser les masques. Ce sont les hôpitaux de Donka et Niasdine et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui ont bénéficié de ce geste de la TICA. Pour les bénéficiaires, ces articles vont permettre de protéger le personnel soignant contre le Covid-19. Ce que nous avons reçu, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Vous savez, actuellement, nous sommes en période d'épidémie du Covid-19 et l'hygiène hospitalière est une nécessité, une obligation pour nous les travailleurs, mais aussi pour tous les gens qui nous vont nous visiter. Je dirais que c'est le partage d'une vision, celle de l'amélioration de la qualité de vie de nos patients. Et pour l'amélioration de la prise en charge de nos patients, mais aussi de la qualité de vie de nos professionnels de santé. La Guinée, qui est confrontée à une double crise sanitaire, Covid et Ebola, a lancé une campagne de vaccination pour limiter la propagation de ces deux maladies. Cette vaccination ne remet pas en cause les éléments classiques de la prévention de cette pandémie, qui sont le respect des gestes barrières. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'entre ces éléments qui constituent ce don. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à cette agence de coopération turque et la rassurer par la même occasion que l'ANSS, qui ne demande que cet appui, fera tout pour que ces intrants soient utilisés comme cela est, comme on appelle, souhaité par le donateur, c'est-à-dire pour la prévention de la Covid-19 en Guinée.
Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, je vous le disais dans les titres prévus, ce mardi 18 mai n'a pas pu se tenir. En cause, un courrier de la FIFA arrivé lundi soir a demandé la suspension du processus, une demande à laquelle la Fédération s'est pliée alors que tout était prêt pour le congrès. Quelques heures après seulement, notre rédaction a rencontré certains candidats et des membres statutaires pour recueillir les réactions. Moustapha Touré, Mamadou Boiba et Alouba pour plus de détails. Abdul Karim Bangoura fait partie des candidats qui étaient jusque-là retenus pour le congrès. Il était à l'hôtel comme tous les autres quand la nouvelle est tombée. Que ce soit mon équipe et moi-même, on était prêts pour aller aux élections aujourd'hui. Voilà, la FIFA, c'est la maison mère. Quand elle prend une décision, je pense qu'il faut rester derrière ça. Pour ce membre statutaire, ce report n'est point une surprise car tous les signaux étaient rouges. Les commissions chargées d'organiser le congrès n'ont pas été à la hauteur, estime ce président de club. Et quel est l'article qu'on a invoqué pour dire qu'il y a une ouverture de 72 heures pour 5 jours ou 3 jours? Aucun statut, aucun article de notre statut ne le dit. Moi je pense bien, aujourd'hui toute cette crise est créée par nous-mêmes parce qu'on a été laxiste, on a voulu faire plaire à un camp au détriment d'un autre. Pour accorder les violons et éviter l'enlisement de la crise, Alpha Condé a récemment rencontré certains acteurs du football guinéen. Au cours de cette rencontre, une proposition de consensus pour la gestion de la fédération a été faite. Pour certains observateurs, il s'agit d'une ingérence de trop. AKB pense que l'État a un droit de regard sur ce qui se passe à la FEGIFOOT. C'est l'État qui paye les primes, c'est l'État qui paye les transports. Donc c'est normal quand il y a un problème que l'État s'intéresse. Mais l'État ne va jamais dire qui va être président ou vice-président. En football, ça n'existe pas et je ne pense pas que c'était le cas cette fois-ci. Ces deux acteurs estiment qu'il est temps de prendre des dispositions pour trouver une solution à ce problème. Ils rappellent que la fédération est une association et qu'on n'a pas forcément besoin d'un Richard pour la gérer, comme pensent certains membres statutaires. Le grand angle de ce soir, une tornade à cause d'importants dégâts matériels et un vent violent qui a accompagné la forte pluie dans l'après-midi du samedi a laissé tout un quartier dévasté dans la commune urbaine de Labé. Koulidara a enregistré d'importants dégâts matériels dans ces différents secteurs. Des murs, des arbres et des toitures ont été emportés, des écoles et des fermes avicoles ont été particulièrement dévastées, laissant derrière des sinistrés peinés. Alpha Ousmane Ba, Kerno Omar Tunkara signe ce grand format. La forte pluie, accompagnée de vents violents qui s'est abattu à Labé, a causé des dégâts matériels importants à Koulidara, un quartier périurbain de la ville. Des murs et des toitures ont cédé sous l'effet de la tornade. Au-delà des habitations, c'est des écoles et des fermes avicoles qui ont été fortement dévastées. Il y a eu des dégâts, bien sûr. Mais comme il n'y a pas eu de pertes humaines, vraiment, moi, je remercie d'abord beaucoup Dieu. Donc, mais il y a eu une perte énorme. Il y a eu, même chez moi, le 3 hangars, il y a eu des dérangements, mais quand même j'ai pu réparer. Bon, avec mes voisins ici aussi, comme c'est Tunkara, lui aussi il avait eu un dégât. Lui aussi il est en train de faire les réparations. Il y a 2 écoles privées ici, Tantiléoni et le lycée Téligé. Toutes les 2 écoles, les toitures sont déjà démolies. Donc, eux aussi, par exemple, Tantiléoni, ils sont en train encore de réparer parce qu'il y a les élèves à l'intérieur. Donc, on ne pouvait pas abandonner comme ça. Donc, ils sont en train de réparer par leurs propres moyens. Donc, le lycée Téligé, ça, je n'ai pas été encore. Je ne sais pas comment est l'état. Il y a eu encore 2 cases
deux petites maisonnettes à Dallo, ça aussi c'est déjà effondré, c'est tombé. Est-ce que des vents de ce genre sont fréquents dans votre quartier ou bien c'est une première qui vous a enregistré un vent qui fait... Ça a l'habitude de le faire, mais je peux dire que pour cette année, c'est plus que d'habitude. Les écoles Tanti-Léonine ont retrouvé les toitures du bâtiment à étage au sol, dans un état irrécupérable. Des travaux d'urgence sont engagés pour éviter une privation de cours aux élèves. Il n'y a pas eu mal de dégâts, surtout tout le quartier a été vraiment ravagé par le vent. Mon établissement, comme vous voyez, il y a eu totalement, comment on appelle, le vent a détruit complètement les toits. Mais Dieu merci, on a pu commencer le travail aujourd'hui. Comme vous voyez, les menuisiers sont là, ils ont commencé le travail. Tous les tôles ont été détruits, c'est complètement détruit, on ne peut pas les récupérer, c'est irrécupérable. Même le bois, tout est perdu presque. On a retrouvé, mais ça on ne peut rien faire avec. C'est complètement détruit. On est obligé d'acheter pour pouvoir reprendre le travail. Est-ce que c'est la première fois ou bien c'était arrivé une fois? Bon, maintenant, ça fait une deuxième fois, mais cette fois-ci est plus grave que la dernière fois. C'est un dégât qui nous impacte nous tous. Parce que, vous savez, avec le moment dont nous sommes en pleine année scolaire, c'est pas facile du tout. Cela, ça joue sur nous, mais quand même, Dieu merci, on avait pris des précautions. Non, il n'y avait personne. C'est vers 15h, 16h moins. Les fermes avicoles qui peinent à se retrouver avec l'année Covid et l'impact de la fermeture des frontières, ces premières pluies éprouvent encore la filière. Amadou Tunkara, ce fermier, a perdu un investissement énorme. Ses hangars ont été complètement décoiffés, causant la perte des poules pondeuses. Le vent qui vient d'arriver là, ça nous a fait un dégât matériel. Parce que tout le tôle là s'envolait à quelque chose de 200 mètres. On a pu ramasser quelques tôles, après on a recommencé de faire le travaux, on est en train de faire. Ce n'est pas fini, mais quand même, alhamdoulilah, ça va petit à petit. Est-ce que vous avez perdu quelques poules pondeuses? Oui, j'ai perdu quelques poules pondeuses. Oui. J'ai perdu une quantité qui est un peu élevée. Parce que je crois que j'ai eu 47 morts. Vraiment, nous, on n'a pas d'assistance, personne ne nous assiste ici. On est en train de nous débrouiller petit à petit, mais quand même, on demande l'aide à l'État pour pouvoir nous assister quand même un peu. Parce que avec ces dégâts-là, si tu n'as pas un peu de moyens, tu ne peux pas réparer ça. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, la réparation. Les pluies ont également fait des dégâts dans la localité de Fafaya, préfecture de Koubia. Au moins 15 bâtiments en dur et 13 cases ont été endommagés. Les sinistrés qui se retrouvent sans abri appellent à l'aide. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information à la régie avec Aboubakar Fauté qui est avec nous, Lamine Sidibé à la réalisation Alcini Bari. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve demain. Au revoir.